J'ai une liste là. 9 voitures. Les 9 sont actuellement posées sur les parkings, invendues, avec des propriétaires surcotés qui commencent à paniquer. Les prix baissent semaine après semaine. Personne n'en veut. Et c'est précisément ça, l'intérêt. Pendant que tout le monde se bat pour des crossovers qui perdent 9 500 € dès que vous sortez du concessionnaire, ces 9 voitures attendent tranquillement. Pas de file d'attente, pas de surcoût marché, pas de liste d'attente de 6 mois. Elles sont là, ignorées. Et c'est exactement pour ça que ce sont des mines d'or. Je dois expliquer un truc que l'industrie automobile ne veut surtout pas que vous compreniez. La dépréciation. Pas le carburant, pas l'assurance, pas les réparations. La dépréciation, c'est le plus gros coût de possession d'une voiture. En moyenne, une voiture neuve perd 35 à 40% de sa valeur en 3 ans. Certaines perdent 60%. Cet argent disparaît. Il s'évapore et il passe directement de votre poche à celle du prochain acheteur. Mais voilà la faille du système. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi plus de gens ne l'exploitent pas. Quand une voiture est ignorée, quand elle est jugée ennuyeuse, pas à la mode, ou qu'elle porte un badge que personne ne respecte, la dépréciation frappe plus vite et plus fort. Le premier propriétaire encaisse la perte catastrophique, puis vous arrivez après l'effondrement. Et à partir de là, votre argent arrête de s'évaporer, parce que l'évaporation a déjà eu lieu. 9 voitures, toutes bien meilleures que ce que leur prix laisse croire. Certaines sont mécaniquement identiques à des modèles vendus 2 fois plus cher. D'autres sont simplement trop sensées pour un marché devenu obsédé par l'image plutôt que par la substance. Si vous attendiez qu'on vous donne la permission d'ignorer ce que tout le monde achète, la voilà. Et si vous voulez des conseils basés sur des tableaux Excel plutôt que sur Instagram, abonnez-vous. C'est pour ça que cette chaîne existe. On commence avec la Mazda 2. Dites Mazda 2 à la plupart des acheteurs et regardez leur visage. Trop petite, trop basique, trop oubliable. Ils veulent un crossover, ils veulent des gadgets, ils veulent un truc qui a l'air plus cher qu'il ne l'est. Très bien, qu'ils y aillent. Voilà ce qu'ils ne voient pas. La Mazda 2 est peut-être l'une des voitures abordables les plus intelligemment conçues vendues sur la dernière décennie. Et je pèse mes mots. La génération actuelle pèse 1100 kg. Ce chiffre compte bien plus que ce que la plupart des gens imaginent. Une voiture légère change tout. Elle n'a pas besoin d'une puissance excessive pour être vive. Elle ne détruit pas les freins. Elle ne massacre pas les trains roulants. Elle ne surmène pas la transmission. Tout dure plus longtemps parce que rien n'est puni. Sous le capot, le moteur Skyactiv atmosphérique de Mazda. Simple, peu sollicité, réputé très robuste. Pas de turbo qui se cuit à 130 000 km. Pas de calamine liée à l'injection directe. Pas de courroie de distribution prête à vous ruiner. Juste une chaîne et une ingénierie pensée pour durer. Qu'à 90 à 115 chevaux, ça paraît modeste jusqu'au moment où vous vous rappelez qu'il n'y a qu'à peine 1 tonne à déplacer. Le rapport poids-puissance la rend franchement agréable. J'ai conduit des crossovers soi-disant sportifs qui paraissent plus lents qu'une Mazda 2 bien menée. Et ce qui m'a vraiment arrêté, ce sont les données de fiabilité. Les enquêtes, Wattcar classent régulièrement la Mazda 2 parmi les citadines les plus fiables. Peu de demandes en garantie. Des forums remplis d'exemplaires à plus de 320 000 km avec, au-delà de l'entretien courant, rien de spécial. Vidange, filtre, plaquettes, point. Une Mazda 2 de 3 ans avec 48 000 km. Entre 11 500 et 14 000 €. Un entretien annuel minime. Une consommation réelle autour de 5,6 litres pour 100 km. J'ai comparé sur 5 ans Mazda 2 contre un crossover à prix similaire. Le crossover a perdu 7 000 € de plus en dépréciation, a demandé 2 grosses révisions supplémentaires et a consommé 20% de carburant en plus. L'écart total sur 5 ans approche 10 500 € pour exactement le même résultat. Se déplacer de A à B. Le public l'ignore parce qu'elle n'est pas tendance. Vous devriez la vouloir parce qu'elle supprime des dépenses pendant que les autres financent la dépréciation de métal plus à la mode. Ensuite, si vous ne reconnaissez pas le badge, c'est votre avantage. Et c'est littéralement pour ça que cette voiture est une affaire. Seat, groupe Volkswagen. Même plateforme MQB que le Tiguan et l'Audi Q3. La même base, la même structure, la même ingénierie sous la carrosserie, mais sans le prestige du badge, donc le prix s'effondre. Je le répète parce que c'est essentiel. Même plateforme, même moteur, badge différent, milliers d'euros en moins. Le Seat ATK, surtout en 1,5 TSI,
et 2,0 TSI offre un turbo qui se sent vraiment énergique. Du couple bas dans les tours. Un agrément réel que beaucoup de crossovers premium n'égalent même pas. La tenue de route est étonnamment nette. La direction a du ressenti. Le contrôle de caisse est sérieux. Ça se conduit comme si les ingénieurs s'étaient souvenus qu'il y avait un volant. À l'intérieur, l'influence du groupe VW est évidente. Matériaux solides, ergonomie logique, infodivertissement qui fonctionne. De vraies aides à la sécurité, pas des versions entrée de gamme amputées. Et ça a une conséquence directe. Quand il y a un problème, quand un garagiste ouvre le capot d'un ATK, il ne voit rien d'exotique. Il voit des pièces Volkswagen disponibles, des procédures connues, pas de taxes rareté sur la main-d'œuvre ou les composants. Vous avez une dynamique de Q3 avec des factures de Golf, un ATK 1,5 TSI de 3 ans, 56 000 km, 18 500 à 20 et 1 000 euros. Un Audi Q, 3 équivalents, 29 000 à 32 000 euros. Même plateforme, même moteur, fiabilité comparable. 8 000 à 11 000 euros d'écart. Ce n'est pas un compromis, c'est un levier financier. La Honda Jazz, maintenant. La voiture de grand-mère. Censée au point d'être invisible. Les jeunes ne veulent pas être vus dedans. Parfait. Cette perception transfère une valeur énorme à ceux qui sont assez lucides pour l'ignorer. La Jazz est l'une des voitures les mieux pensées en matière de packaging. Les Magic Seats se replient totalement à plat. Un espace de chargement façon petit fourgon dans une empreinte de mini-citadine. Une modularité qui dépasse des voitures 2 fois plus grosses. Et tout ça en restant réellement compact. Facile à garer, facile à manœuvrer, peu cher à assurer. Mais la vraie histoire, c'est la fiabilité. La Jazz domine régulièrement les enquêtes de fiabilité en Europe. Les données de satisfaction propriétaire la placent tout en haut. Pas seulement dans les petites voitures, toutes catégories confondues. Les statistiques de panne de la DAC affichent des taux qui ridiculisent des alternatives premium. Les moteurs essence 1,3 et 1,5 sont réputés indestructibles. Chaîne et non courroie. Des boîtes automatiques qui ne s'autodétruisent pas. Et il y a un point que la plupart des acheteurs ne considèrent jamais. Comme la Jazz est majoritairement possédée par des conducteurs plus âgés, les exemplaires d'occasion sont souvent impeccables. Carnet d'entretien complet, voitures garées en garage, faible kilométrage pour l'âge, entretien fait au-delà du minimum. Vous n'achetez pas seulement une voiture fiable, vous achetez aussi les habitudes d'un propriétaire soigneux. Une Jazz de 5 ans, 64 000 km, 10 500 à 12 500 euros. Entretien peu coûteux, pièces faciles. Consommation au-dessus de 5,6 litres par 100 km sur l'hybride. Des coûts d'usage parmi les plus bas de la route. J'ai recommandé la Jazz à 3 membres de ma famille. Tous m'ont dit la même phrase. Je ne comprends pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour acheter quelque chose d'aussi sensé. Ils s'en fichent de la dynamique du badge. Ils voulaient une voiture qui marche, ne coûte rien et ne casse pas. La Jazz fait les 3. Le badge dit « ennui ». Le tableur dit « génie ». La Skoda Octavia, ensuite. C'est le secret ouvert du conducteur européen rationnel, même si ce n'est plus vraiment un secret. Même moteur que la Golf, même plateforme, même transmission, mais tarifée comme une catégorie en dessous parce qu'elle porte un badge tchèque plutôt qu'un badge allemand. Ce n'est pas du badge engineering, au mauvais sens du terme. C'est du badge engineering que vous pouvez exploiter. La version Break, l'Octavia Combi, offre un coffre qui rivalise avec des voitures de classe supérieure. 640 litres banquette en place, presque 1700 litres banquette rabattus. De l'espace utile, du vrai. Les familles qui ont besoin de volume ne trouvent pas mieux pour le mélange espace, efficacité et valeur. Les statistiques du TÜV allemand placent l'Octavia parmi les voitures les plus fiables sur les routes. Le 1,5 TSI a corrigé les soucis de consommation d'huile de l'ancien 1,4. Le 2.0 TDI, à condition de viser la génération EA288, peut aller à des kilométrages extrêmes. Une Octavia Break 1,5 TSI de 3 ans, 64 000 km, 17 500 à 20 000 euros. Une Golf Break équivalente, 21 000 à 24 500 euros. Une Audi A3 Sportback offre moins d'espace pour plus de 25 000 euros. Même plateforme, même moteur, plus pratique, moins cher. L'arithmétique est sans appel. Si je suis honnête, l'Octavia est probablement la meilleure proposition valeur globale du marché européen aujourd'hui. Pas la moins chère,
pas la plus fiable, même si elle n'en est pas loin. Pas la plus excitante, mais quand on additionne tout, espace, efficacité, coût d'usage, dépréciation, disponibilité des pièces, rien n'optimise autant de variables à la fois. La seule raison pour laquelle elle n'est pas encore plus haut ici, c'est qu'elle est moins ignorée que les autres. Les gens commencent à comprendre. Donc la fenêtre de valeur maximale se referme. La Suzuki Swift, maintenant, elle incarne tout ce que les voitures modernes ont abandonné. Simplicité, légèreté, ingénierie honnête, pendant que d'autres ajoutent de la complexité qui devient des factures de réparation futures. Suzuki construit des voitures qui fonctionnent. La Swift actuelle pèse autour de 900 kg en version de base, plus légère qu'une Mazda 2, plus légère que presque n'importe quelle 4 places vendue aujourd'hui. Et ça veut dire, tout est peu sollicité. Les freins durent plus, les pneus durent plus, la suspension dure plus. La voiture ne travaille pas assez pour s'user. Le moteur 1,2 est atmosphérique, simple, injection indirecte, pas de calamine, pas de turbo, pas de panne de turbo, moins d'équipements anti-pollution complexe, donc moins de points de panne. 80 à 90 chevaux, largement assez pour ce poids, et moins de 5,6 litres par 100 km sans forcer. Et la réputation fiabilité de Suzuki ne vient pas que d'histoires racontées au café. Les données Warranty Direct les classent régulièrement parmi les marques les moins chères à réparer. Whatcar les place dans le haut du classement. Les forums parlent d'exemplaires à plus de 320 000 km sur moteur et boîte d'origine. Une Swift de 3 ans, 40 000 km, 10 500 à 12 500 €. Assurance souvent dérisoire. Entretien minimal. Profil de coût d'usage drastiquement inférieur à presque tout ce qui est comparable. La Swift n'est pas ignorée parce qu'elle est mauvaise. Elle est ignorée parce que la simplicité ne se photographie pas bien sur Instagram. Votre compte bancaire, lui, n'en a rien à faire d'Instagram. Là, on arrive à un vrai cheat code. Avant que le nom Corolla revienne en Europe, Toyota vendait la même voiture sous le nom Auris. Même fiabilité, même hybride, même ingénierie. Mais le badge Auris n'a pas la désirabilité actuelle de Corolla. Et cet écart, c'est exactement là où votre argent travaille pour vous. Une Auris hybride est mécaniquement identique à ce qui a précédé la Corolla Hybrid actuelle. Le système hybride Toyota, prouvé sur plus de 25 ans, affiné en continu, fonctionne avec une intervention minimale. La boîte CVT est réputée durable. Les batteries tiennent la vie de la voiture. Et les retours parlent de 320 000 km et plus sans problème hybride. Et voici les chiffres qui m'ont fait tiquer. Comme l'Auris a été arrêté en 2018, la dépréciation est terminée. Les prix se sont stabilisés à un niveau qui reflète l'image, anonyme, plutôt que la fiabilité exceptionnelle. Une Auris hybride 2017 à 2018, 96 000 km, 11 500 à 15 000 €. Une Corolla hybride 2019+ avec un kilométrage similaire, 21 000 à 25 500 €. Même fiabilité, même technologie hybride, même ingénierie, 9 000 à 11 500 € d'écart, parce que l'une dit Auris et l'autre dit Corolla. Les coûts d'usage sont quasi nuls, 4,3 à 5,1 litres pour 100 km, en usage mixte, entretien limité, assurance raisonnable. Une efficacité financière presque imbattable dans cette taille. Ce n'est pas excitant, justement, un transport invisible qui ne casse pas et ne coûte presque rien. Quand le but, c'est l'efficacité, l'excitation est chère. Les berlines sont en train de disparaître en Europe. Les acheteurs les ont abandonnés pour des crossovers et des SUV, convaincus qu'ils ont besoin d'une garde au sol qu'ils n'utiliseront jamais. Cette migration de masse a provoqué un effondrement de valeur sur des voitures parfaitement bonnes, simplement parce qu'elles sont plus basses. Le meilleur exemple, la Mazda 6. C'est une excellente berline. Raffinée, efficiente, confortable et vendue pour une fraction de ce que coûte une qualité équivalente sous forme de SUV. La dépréciation a été violente. Pas parce qu'il y a un problème, parce que le segment entier est devenu pas à la mode. Le 2.0 Skyactiv Essence est atmosphérique et prouvé fiable. Le 2.2 Skyactiv Diesel fait partie des bons diesels encore disponibles, efficient et durable quand il est entretenu. Les deux ont une chaîne de distribution. Les deux évitent la fragilité des turbos et des technologies qui plombent les concurrents. La qualité perçue dépasse ce que vous attendez au prix Mazda. Matériaux doux, agencement logique, bonne info divertissement, isolation sonore qui frôle le premium.
j'ai vu des alternatives allemandes plus chères avec des intérieurs moins bons. Une Mazda 6.2,0 Sport de 2019, 80 000 km, 15 000 à 17 500 €. Une BMW série 3 équivalente, 25 500 à 30 000 €. Une Mercedes classe C pareil. Vous perdez le prestige. Vous gagnez des milliers de capital préservé. Le seul crime de la Mazda 6, c'est d'avoir un coffre au lieu d'un haillon. Et pour ce péché, le marché la décote de 40%. C'est irrationnel. Et les prix irrationnels créent des opportunités. Je l'ai déjà dit et je le répète, l'effondrement du marché des berlines est l'une des plus grandes opportunités de valeur dans l'achat auto moderne. D'excellentes voitures vendues pour presque rien parce que le public a décidé qu'il fallait être assis plus haut. Les Volvo plus anciennes occupent une position étrange. La réputation de sécurité suédoise reste forte. La qualité est réellement bonne. Mais la dépréciation a été agressive parce qu'il existe des modèles plus récents et parce que le prestige suédois ne se paie pas au prix du prestige allemand. La Volvo 560, année 2010 à 2018, c'est le bon point d'équilibre. Assez ancienne pour avoir encaissé une grosse décote, assez récente pour la sécurité moderne. Mais je dois être très précis, le choix moteur/boîte compte. La combinaison à chercher, c'est le diesel D4 avec la boîte automatique 8 rapports. Les moteurs dérivés Ford et les versions plus anciennes ont eu des soucis. Les unités Drive U, plus tardives, sont nettement plus fiables. Les boîtes automatiques Aisin sont réputées solides. Et évitez les boîtes PowerShift des débuts, clairement. Panne connue, n'y touchez pas. Bien configurée, la V60 offre une vraie praticité. 430 litres de coffre, presque 1250 litres banquette rabattue. Qualité de fabrication excellente. Sécurité suédoise réelle. Confort autoroutier au niveau de classe supérieure. Une V60D 4 SE NAV de 2016, 96 000 km, 12 500 à 16 000 €. Du premium suédois, un break pratique, une fiabilité solide, pour moins qu'une Dacia neuve. La dépréciation a déjà eu lieu. Votre argent reste plus stable ici, et elle vieillit bien visuellement. Le modèle 2016 ne paraît pas radicalement différent de ce qui se vend neuf aujourd'hui. Pour ceux qui veulent une belle présence sans payer le prix premium, ça compte. Enfin, le best-seller des hybrides rechargeables en Europe pendant des années, aujourd'hui oublié parce que des alternatives plus récentes existent. Et cet oubli a créé une valeur absurde. Le Mitsubishi Outlander PHEV. Il offre quelque chose d'unique. Un vrai SUV, transmission intégrale, 7 places disponibles et la capacité de rouler 40 à 50 km en 100% électrique. Pour un trajet domicile-travail, dans le rayon de recharge, la consommation réelle peut descendre sous l'équivalent de 2,8 litres par 100 km. Je connais des gens qui ont mesuré leur coût sous 4 centimes par kilomètre en électrique, contre 20 centimes et plus en essence. Les chiffres sont presque comiques. Les inquiétudes sur la fiabilité sont exagérées. Le système hybride Mitsubishi est relativement simple. 2 moteurs électriques, un petit moteur essence, une batterie modeste, pas de transmission complexe. La dégradation des batteries a été moins sévère que ce qu'on prédisait au début. Un Outlander PHEV 2018, 82 000 km, 17 500 à 21 000 €, moins cher que la plupart des SUV essence comparables. Et si votre usage permet de recharger régulièrement, les coûts d'usage tombent à un niveau qui paraît irréel. L'Outlander PHEV n'est pas à la mode. Le retrait de Mitsubishi d'Europe a abîmé l'image de marque, mais les voitures, elles, restent exactement ce qu'elles étaient. Pratiques, efficientes, capables. Le marché a intégré la perception du retrait dans les prix actuels. Un mot de plus sur l'Outlander, parce que certains ont peur des pièces et du service après le retrait européen. C'est une inquiétude compréhensible. Mais la réalité, c'est que l'Outlander partage des composants avec Nissan et Renault via l'Alliance. Le moteur essence est une unité Mitsubishi connue avec une disponibilité mondiale. Les composants électriques sont relativement simples. Des spécialistes indépendants peuvent entretenir ces modèles sans drame. La marque s'est retirée. La chaîne d'approvisionnement en pièces, elle, n'a pas disparu. 9 voitures. Et quand on les regarde ensemble, un schéma apparaît. La Mazda 2 et la Swift gagnent en étant légères et simples. La Jazz et l'Auris gagnent en étant fiables et ignorées. L'ATK et l'Octavia gagnent en cachant une ingénierie premium, derrière des badges peu valorisés.
La Mazda 6 gagne parce que les berlines ne sont plus à la mode. La V60 gagne parce que le prestige suédois ne se vend pas au prix allemand. L'Outlander, PHEV, gagne parce que la perception de la marque s'est déconnectée de la capacité réelle. Aucune d'elles n'excite les masses. Toutes excitent vos finances. Et c'est tout le jeu. La meilleure voiture à acheter n'est pas celle que tout le monde veut. C'est celle que tout le monde a ignorée. Là où la dépréciation a déjà frappé, là où la fiabilité est prouvée, là où les coûts d'usage sont minimes. C'est là que se cache la valeur. Pas dans les fils chez les concessionnaires. Pas en payant au-dessus du prix catalogue. Pas en poursuivant la tendance du mois. L'argent intelligent bouge en silence. Il trouve la voiture qui prend la poussière sur un parking, celle pour laquelle personne ne se bat. Si ça a changé votre façon de voir l'achat auto, ou si ça confirme une décision que vous aviez déjà prise, dites-moi en commentaire laquelle des 9 vous a le plus surpris. Ou racontez la voiture sous-estimée que vous conduisez, que personne ne respecte, mais que votre compte bancaire adore. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu qui révèle où se cache réellement la valeur sur ce marché.